Pierre Pariante, on vous donne la parole, on parle de formation, on est au cœur. Vous, quel est votre regard sur le domaine, après tout ce que vous avez entendu? Alors, moi, je représente la Fédération de la formation professionnelle, mais par ailleurs, j'ai une expérience aussi bien enseignement supérieur que formation professionnelle. Et je dirais, beaucoup de choses ont été dites avant, donc je pense que c'est toujours, quand on vient dernier, on résume un peu ce que disent les autres. Mais en tout cas, comme l'a dit Monsieur Gallois, je crois que la formation professionnelle est en pleine évolution et va continuer à évoluer dans les prochaines années parce que finalement, la rupture qui peut être très française entre la formation initiale et la formation professionnelle, et dans quelle mesure la formation initiale est professionnalisante, finalement, ce que vous avez très bien illustré. Et moi, j'avais beaucoup travaillé avec les Compagnons du Devoir aussi à un moment donné, parce que, en fait, je participais à la formation des chefs d'établissement, ce que vous avez été, je crois d'ailleurs. Et en fait, les Compagnons du Devoir proposaient des formations au management pour aider à gérer ces maisons dont vous avez parlé. Donc je trouve que c'est des expériences magnifiques. Enfin, moi j'ai donc beaucoup parlé avec cette organisation et ses responsables. Et ce que vous avez illustré aussi, je crois que tout ça contribue à l'idée que la formation, c'est pas une expérience qui s'arrête à un moment donné, c'est quelque chose qui se continue. Et de ce point de vue, il y a des progrès à faire, aussi bien dans la formation initiale que dans la formation qu'on appelle continue en France, pour essayer d'homogénéiser tout ça et de dire que, comme les carrières vont devenir plus longues, voire éternelles, puisque la retraite s'éloigne chaque fois qu'on avance, on va probablement être conduit à se former, à changer d'entreprise, à évoluer dans les métiers. On ne rentre pas dans une entreprise. Voilà. Et le modèle français, je voudrais dire ça parce que je crois que ça a été plus ou moins suggéré, mais c'est important, est totalement à l'opposé de ça. C'est-à-dire, il y a un problème majeur, je crois, c'est la représentation qu'on se fait tous, enfin on y contribue, je pense, ici aussi, peut-être pas tout le monde, mais sur ce que c'est de bonnes études. C'est-à-dire, vous avez évoqué tout à l'heure cela, et je crois que dans l'esprit d'une majorité de familles... Les préjugés qu'on peut avoir. Il y a des préjugés énormes sur... Voilà. Et en plus, pour des raisons que je ne vais pas trop détailler ici parce que ce ne serait pas bien, pas politiquement correct, c'est de dire que l'éducation nationale a en plus renforcé cela pour des raisons propres au système, en considérant que... Je prends un exemple, j'ai été délégué de classe quand j'étais jeune, il n'y avait à l'époque pas le collège unique. J'ai fait 7 ans délégué de classe, donc j'ai vu les conseils de classe, les orientations, voilà. Et en fait, à l'époque, on orientait les gens. Aujourd'hui, comme c'est le collège unique, tout le monde fait des études générales. Et évidemment, c'est, à mon avis, une catastrophe. Bon. Parce que tout le monde n'a pas vocation. Et au contraire, on a dévalorisé, ce faisant, des formations professionnelles initiales, si je puis dire, je ne sais pas comment on peut les appeler, mais qui conduisaient véritablement à des emplois et qui pouvaient être valorisés. Et on a installé dans l'esprit des gens qui n'en avaient déjà pas besoin que c'était mieux de faire des études générales. Donc c'est un problème. Et alors ça s'ajoute avec le fait que les enseignants qui s'orientent vers ces filières, comme vous l'avez dit, sont évidemment pas valorisés par rapport aux autres. Donc voilà. Donc je crois que la formation continue derrière n'est pas qu'un complément, elle est la continuité complète de ça. Je voudrais ajouter aussi qu'elle est en pleine évolution, mais je crois que la formation dite initiale, enfin dont on a parlé, va être aussi en profonde évolution, parce qu'il y a quelque chose qui a peut-être besoin d'être souligné, c'est que la digitalisation va révolutionner l'enseignement, enfin est en train de révolutionner l'enseignement. Et ça, c'est pas suffisamment pris en compte en France par rapport à d'autres pays. Il y a des pays d'Europe plus avancés, comme l'Angleterre, comme même l'Espagne. Ce que j'ai découvert au fil des années en travaillant dans des groupes internationaux. Et en fait, la France, c'est pas vraiment en avance.
C'est-à-dire on a des grands experts du digital, on a des gens très compétents. Par contre, dans l'éducation, ça n'a pas... Et bien sûr, aux États-Unis, l'avance est encore plus grande. Et c'est un challenge pour la France, à mon avis, d'autant plus que vous parliez tout à l'heure de langues étrangères. Vous savez que le français n'est pas si mal placé que ça pour l'avenir, puisqu'on nous promet qu'on sera la 2e ou 3e langue mondiale, enfin ce qu'on est déjà plus ou moins, mais avec l'apport de l'Afrique, qui va être un progrès, volumique considérable. Et beaucoup de pays d'Afrique francophones vont attendre de nous aussi un apport en termes d'enseignement, etc. Enfin, tu vois, attendre de nous. Enfin, c'est une opportunité, plus exactement, mais dans laquelle on ne va pas construire des universités en dur en plein cœur de l'Afrique. C'est-à-dire une grande partie de l'enseignement va passer par le digital et par des voyages, mais pas par on va construire la Sorbonne au milieu de l'Afrique. Ça ne va pas se produire. Donc il y a besoin de prendre en compte cette révolution digitale de façon accélérée dans les années qui viennent. Et ça, les enseignants doivent l'intégrer et se former à ça. Parce que les modalités d'enseignement vont profondément changer. Les enseignants en formation initiale et continue. Alors en formation continue, beaucoup de membres de notre fédération l'ont pris en compte, encore insuffisamment, mais en tout cas c'est en progrès pour former des gens capables d'enseigner avec le digital, c'est-à-dire où le cours lui-même n'est plus le cœur de l'enseignement, puisqu'il sera présent partout, vous pourrez le suivre chez vous sur votre ordinateur. Mais par contre, quand on se rassemble, c'est pour faire autre chose. Alors pour le coup, dans l'enseignement professionnel, on se rassemble, on fait autre chose. Justement, ça, c'est plus facile, parce qu'on fait des ateliers, ce que vous avez exposé très bien tout à l'heure, toutes les deux. C'était intéressant de voir que là-dessus, c'est facilitant. Évidemment, dans d'autres types d'enseignement, c'est plus compliqué. Donc, pour dire, je pense que, pour achever un petit peu le propos là-dessus, je crois qu'il y a donc, en dehors de cette prise en compte du digital, de l'idée que la formation continue et la formation initiale, il n'y a pas une barrière hermétique, je crois qu'il y a aussi l'idée qu'il faut de plus en plus orienter les gens. C'est-à-dire, ce travail d'orientation est Enfin, je pense que j'espère ne choquer personne, mais enfin, c'est catastrophique en France. C'est catastrophique. Bon, c'est-à-dire, il n'y a pas vraiment d'orientation faite correctement. Et en plus, la liberté, l'absence de, je suis désolé de ce terme, de sélection à l'université est une catastrophe, parce que l'inscription, les gens s'inscrivent dans des filières qui ne conduisent pas à l'emploi, on le sait. Donc il y a une vraie... Alors après, on peut suivre des formations continues, on peut essayer de se réorienter, mais tout ça est quand même une très grosse difficulté. Puis je voudrais terminer en disant globalement qu'en dehors donc du digital, de l'orientation, de la représentation que se fait la population de l'enseignement, il y a le problème des moyens qu'on y consacre. C'est-à-dire que la France consacre beaucoup de moyens à l'éducation, avec une efficacité que, bon, il ne faut pas se cacher que c'est quand même pas extraordinaire. Et en plus, on a un problème de financement de l'enseignement dit supérieur qui va se poser, parce que je pense qu'il y a une distinction entre l'enseignement primaire, qui est essentiel. Nous l'avons souligné nous-mêmes dans des propositions qu'on a faites dans un livre blanc très proche de ce que le MEDEF a souligné sur l'enseignement primaire, même si ce n'est pas dans notre champ vraiment, mais c'est essentiel. Mais pour le coup, ça, c'est des missions des pouvoirs publics, c'est-à-dire l'enseignement primaire, secondaire, donc collège, lycée. Après, l'accent qui doit être mis ici ou là, c'est effectivement le débat, et je suis assez d'accord avec l'accent sur le primaire. Après, est-ce que l'enseignement supérieur peut durablement être financé par les pouvoirs publics ou par les chambres de commerce, ou par, etc. Enfin, dans le cadre du système français qu'on connaît, ça, je ne crois pas. C'est-à-dire, aujourd'hui, il y a un vrai problème de financement d'enseignement supérieur,
et de la formation professionnelle, même si des chiffres faramineux sont donnés dans la formation professionnelle. La formation professionnelle qui appartient au secteur vraiment concurrentiel et tout, c'est pas 30 milliards, c'est 4 ou 5 ou 6. Donc le reste, entre les salaires, les formations qui sont en fait pour les demandeurs d'emploi, avec les formations des fonctionnaires, enfin, etc. Vous additionnez tout ça, effectivement, bon, mais c'est pas tout la même chose. Donc il y a un vrai problème de financement, et pour le coup, si je peux ajouter cette note-là, c'est que ça, c'est un univers mondialisé. C'est-à-dire l'enseignement des jeunes au-delà de l'enseignement primaire et secondaire, c'est un univers mondialisé. C'est-à-dire qu'on est en concurrence avec des pays en Europe, mais au-delà de l'Europe. Bon, vous savez tous, vous avez sûrement autour de vous des gens dans des milieux certes favorisés, dont les enfants partent faire des études maintenant à l'étranger systématiquement. Et donc, bien évidemment, cela rend encore plus problématique la rupture qu'il y a entre les publics que vous avez signalés tout à l'heure, plutôt défavorisés, etc., et d'autres. C'est-à-dire que l'enseignement supérieur a un vrai problème de financement et qui se pose. Et globalement, je dirais que ça va de pair avec l'idée des carrières des enseignants, aussi bien du primaire, secondaire et supérieur et de l'enseignement professionnel, parce qu'aujourd'hui, à tout niveau, les carrières ne sont pas satisfaisantes, on ne valorise plus ce métier, et d'ailleurs, comme vous l'avez signalé, malgré les efforts faits, il y a des problèmes énormes de présentation au concours. C'est-à-dire que les gens ne choisissent plus ce métier de prime abord, ou en tout cas, il est choisi des fois, pour une partie d'entre eux, pour de mauvaises raisons. Bon, je ne vous apprendrai rien, et j'espère que ça ne choquera personne, en vous disant que la profession s'est énormément féminisée, ce qui n'est pas en soi un défaut. C'est très bien. Mais c'est en partie pour de mauvaises raisons. Bon. Et effectivement, je pense que là, il y a une vraie réflexion sur le financement de tout cela, parce que la France y consacre des sommes énormes, avec une faible efficacité, en tout cas une efficacité à revoir, et que je trouve personnellement, puisqu'on peut terminer là-dessus cette année, que ce n'est pas un thème qui est quand même très au cœur des campagnes en cours. Alors que j'espérais que l'enseignement primaire, secondaire, supérieur, la formation professionnelle serait un thème qui intéresserait. Bon, j'ai pas le sentiment que ce soit mobilisateur vraiment. Voilà. Merci. On va relayer ce genre d'événement aussi, et là pour ça, voilà. Comme l'heure passe, le temps tourne, la thématique est vraiment inépuisable et on peut y passer beaucoup de temps. Peut-être en guise de conclusion, les préconisations en une ou deux idées fortes qu'il faut vraiment pousser. Je pense qu'il faut qu'on soit tous profondément convaincus que c'est une voie d'excellence, que c'est une voie royale, et que chacune des décisions qu'on prend, elle va vers cela. L'alternance, l'apprentissage, c'est ça que vous évoquez. Et qu'on lui donne cette... comme pour l'étudiant en université, qu'Erasmus soit un horizon possible, comme pour l'étudiant entrepreneur, que l'apprenti entrepreneur soit une piste que l'on privilégie. Bref, que l'on construise vraiment cette voie comme une voie d'excellence, une voie royale, et qu'on y croit dans toutes les dimensions, pour tous les métiers et à tout niveau. Très bien. Vos préconisations, vous, Pierre Pariante? Moi, je crois que deux choses. D'une part, réfléchir aux moyens qu'on consacre à tout cela. Et les optimiser. Et les utiliser peut-être un peu différemment. Favoriser au maximum la professionnalisation partout, qui va de pair avec l'orientation, parce qu'un grand pays doit être présent partout. Par contre, il n'y a pas autant d'emplois dans toutes les filières. Voilà. Donc ça me paraît important. Très bien. Vous, Nathalie Mons? Je crois qu'on a vraiment besoin de former des jeunes qui vont pouvoir embrasser des métiers différents. Donc ça veut dire être extrêmement ambitieux par rapport au métier, évidemment, aux gestes professionnels, à l'entrée dans ce monde professionnel. Mais aussi, ça veut dire les doter d'un bagage
en termes de savoirs fondamentaux de haut niveau. Parce que c'est à partir de ce bagage qu'ils vont après pouvoir continuer à apprendre vraiment tout au long de la vie. On voit déjà, même par exemple dans les résultats de PISA, qui est une enquête à 15 ans, qu'en France, les lycéens de l'enseignement professionnel ont un niveau de compétence en mathématiques et en maîtrise de la langue qui est largement inférieur à ceux des filières générales. Et cet écart est particulièrement marqué en France. Donc je crois qu'il faut au contraire, non pas, comme vous le soulignez, déconstruire un collège unique et mettre un enseignement professionnel beaucoup plus tôt avec donc des jeunes qui n'auront pas ce bagage de fondamentaux. Il faut être ambitieux pour notre jeunesse. Il faut aller vers un bagage extrêmement solide avec un bon collège unique et ensuite poursuivre par un enseignement professionnel de qualité en lien avec les besoins des entreprises. Bien. Eh bien, écoutez, sur ces recommandations, merci à tous les trois pour votre éclairage précieux.